précise, puisque contrairement à l'année dernière, moi je fais partie des départements euh, qui étaient en surveillance. Je fais partie de la région des Hauts-de-France. Hauts-de-France, la belle région des Hauts-de-France. Mais je ne... Alors, pour vous faire un petit topo en géographie, je ne faisais pas partie du département 62, mais du département 59. Ce qui veut dire que moi je n'étais pas encore confinée. Et donc, contrairement à mes cousins ou mes frères, mes collègues du 62, j'avais pas encore cette angoisse d'un second confinement. Alors, vous allez me dire, faut pas être bien, faut pas sortir de Saint-Cyr, comme on dirait chez moi, pour comprendre que le confinement du 59 allait très vite suivre celui du 62. Bien évidemment qu'on s'y attendait, on s'y attendait très prochainement. Sauf que on pensait pas se manger dans la tronche un confinement complet. On pensait simplement avoir un confinement le week-end, comme justement ils l'ont fait pour le département 62. Donc là, le fait d'entendre hier aux informations que non seulement il y a un confinement, mais qu'il ne sera pas fait uniquement pour le week-end, mais pour la semaine complète, oh, je vous raconte pas le choc. C'est un choc, je vous explique pourquoi. Vous allez me dire, si ça se trouve à la fin de ma vidéo, vous allez me dire, t'as pas à te plaindre, t'es pas sur le front, tu n'es pas malade, tu ne dois pas subir et devoir t'occuper des malades. Non, je ne fais pas partie du personnel médical. Être malade, j'ai une très forte suspicion d'avoir eu le Covid en début d'année dernière, c'est-à-dire fin janvier, début février 2020. Mais à l'époque, pour vous remémorer un petit peu tout ça, le Covid était encore en Chine, n'était pas encore débarqué en Europe. On en parlait un petit peu dans certains pays comme l'Italie, etc. Mais c'était pas encore du tout arrivé en France en tout cas. Donc moi j'avais eu des symptômes assez virulents, assez méchants. Donc quand j'en avais discuté avec mon médecin, elle m'avait expliqué que non, c'était pas possible que ça soit le Covid puisque je n'avais pas de fièvre. J'avais de fortes bouffées de chaleur. J'avais des violents maux de tête. J'avais des quintes de toux à m'en exploser les poumons. Mais quand j'allais voir mon médecin, elle me disait non, tu ne fais pas de fièvre. Voilà, je ne peux pas lui en vouloir puisqu'à l'époque c'était la condition sine qua non. Fièvre ou pas fièvre, si t'as de la fièvre, même si c'était une simple grippe, tu étais considéré comme covidien. Et si tu n'avais pas de fièvre, non, t'as rien. Pour la petite histoire, une petite anecdote, ce qui me fait penser que j'ai eu, en tout cas presque certifié que j'ai eu le Covid. Donc comme je vous l'ai expliqué, à l'époque on ne parlait pas encore du Covid en France, les tests PCR n'existaient pas du tout. Alors le vaccin, bien évidemment que non. Et à l'époque, un de mes fils, donc je le rappelle, qui avait 7 mois, pardon, je réfléchissais parce que les mois passent tellement à une vitesse folle que je m'en souviens plus trop. Un de mes fils avait 7-8 mois, 7 mois à peu près, enfin bref, est tombé malade. Alors rien de bien méchant, mais de la fièvre. Je précise que ça soit ma fille aînée ou mes garçons, j'ai de la chance, j'ai tout du bois face à moi, mais j'ai la chance folle d'avoir des enfants qui sont rarement malades.
ça a duré pendant 2-3 jours. Encore une fois, c'était vraiment pas habituel, donc suffisamment inquiétant. Vous allez tout de suite comprendre que dans ce genre de situation-là, c'est toujours le week-end que ça se passe. Vous savez comment nous les mamans on agit. On se dit comme par hasard c'est la fatalité, enfin surtout chez nous, hein, on a l'impression que c'est la fatalité qui fait que comme par hasard, quand il y a ce genre de petits soucis là, c'est toujours le week-end. Donc un peu inquiète avec mon mari, un peu inquiet. On a la chance d'avoir une clinique à quelques mètres de chez nous. On se dit bon ben voilà, j'emmène bébé à la clinique et je vais le faire ausculter au service des urgences. Déjà, premier choc, c'est pas la première fois que j'avais eu ce problème là dans cette clinique là. C'est une clinique spéciale, alors c'est une clinique maternité avec des opérations, bref, une clinique. Mais apparemment qu'il y a une spécialité chirurgie des mains, enfin bref, peu importe. Mais en principe, peu importe l'établissement médical, à partir du moment où il y a un service des urgences, quand on voit arriver une maman avec son bébé dans les bras, enfin je sais pas, c'est peut-être moi, pardon, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on ne la refuse pas. Et bien moi je rentre avec mon fils dans les bras, inquiète, alors pas en larmes, hein, puisque il n'y avait pas de quoi non plus en pleurer, mais un peu assez inquiète, suffisamment inquiète pour que ça se voit sur mon visage, avec mon petit garçon qui est effectivement pas très en forme. Il n'y avait personne, mais quand je dis personne, pas un rat mort dans la salle d'attente des urgences. Donc j'arrive à l'accueil en expliquant, je dis voilà, excusez-moi, je viens vous voir parce que mon petit garçon de 7 mois, mon bébé, fait de la fièvre, de la forte température depuis 2-3 jours. C'est pas habituel. Voilà, voilà. Et là, la charmante personne, le monsieur à l'accueil au guichet, m'interrompt, me dit Madame, c'est pas ici qu'il faut vous présenter, il faut aller à l'hôpital général du centre-ville de votre ville la plus proche. Et là, j'ai un blanc. Je le regarde bêtement. T'as l'air de dire t'es sérieux? Tu prends pas mon bébé que je suis en train de t'expliquer qui est malade. Y a personne, tu veux pas prendre ne serait-ce que 5 minutes pour l'ausculter? Enfin, appeler un médecin. Et en fait, il a dû comprendre dans mon regard, dans ma façon d'avoir un blanc, que j'étais étonnée de sa réponse. Et il me dit non, ici c'est chirurgie de je ne sais trop quoi. Enfin, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai complètement occulté. J'étais en mode sourdine. Un peu comme je l'entendais de loin. Il me répète cette phrase bidon. Non, 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 c'est pas ici qu'il faut aller. Il faut aller à l'hôpital, un tel, de telle ville. Je suis vraiment restée sans voix. Comme d'habitude. Par gêne ou par, je dirais, l'éducation qui fait que, comme une idiote, je lui dis bon bah merci quand même, au revoir. Et je m'en vais. Je lui dis merci. Merci de me renvoyer péter avec mon fils. Bref. Bien remonté, j'appelle mon mari sur la route, je lui dis écoute, je quitte la clinique, je vais à l'autre hôpital parce que je me suis fait envoyer chier. Donc lui aussi il est hyper content, hyper ravi. C'est scandaleux, blablabla, enfin bref. J'arrive à l'autre hôpital, bien évidemment, qui lui est déjà assez chargé. J'arrive à l'accueil. Heureusement dans cet hôpital là il y a un accueil avec le service d'attente, enfin, je suppose comme tous les hôpitaux, hein, vous me direz, mais un service de salle d'attente pour les adultes et un service salle d'attente spécifique pour la partie pédiatrie, pour les enfants.
arrivait de la nuque, ça me faisait comme un casque comme ça sur la tête, jusqu'au milieu de la tête. Ça durait toute la journée. Et le pire, c'est que dès que je me couchais le soir, que j'allais dans mon lit, que je m'allongeais, ça s'empirait. La douleur s'amplifiait, donc je m'endormais avec la douleur. J'arrivais à estomper la douleur avec des Doliprane, avec des antidouleurs. Mais je me gavais de ça à longueur de journée. Dès que les doses, le laps de temps me le permettait, j'en reprenais. Donc, je dis souvent, j'ai vécu un accouchement, donc 2 accouchements par voie basse, avec péridurale certes, mais dont une gemellaire. J'ai subi une abdominoplastie. Qu'est-ce que j'ai subi d'autre? J'ai subi un tatouage de plusieurs heures. J'ai subi... on m'a retiré les dents de sagesse en anesthésie locale. Enfin, je veux dire, pour vous montrer l'exemple qu'en termes de douleur, ça va, je pense que... Comment dire? J'ai plusieurs exemples. Rien n'a été à la hauteur de mes douleurs, de mes maux de tête. Régulièrement, je dis, l'accouchement, c'était rien. Là encore, il n'y a pas plus tard que quelques semaines, quand j'explique que j'ai été opérée, qu'est-ce que j'ai eu, etc. On m'a dit ça va, t'as pas trop eu mal. Bah j'ai dit, c'est douloureux. Mais concrètement, après je peux pas parler au nom des autres, mais moi, mon ressenti à moi, je leur ai dit c'est rien, 3 fois rien, parce que j'ai déjà eu des maux de tête bien plus douloureux que ça. Alors imaginez, je m'en serais tapé la tête contre le mur pour faire cesser la douleur. Enfin bref, donc je reviens à mes moutons. Bref, on me fait rentrer quand même, puisque je le rappelle, j'étais venue pour mon fils, on me fait quand même rentrer dans la salle d'attente avec mon fils, donc j'avais mon masque. Je le rappelle, à l'époque, personne ne portait de masque, on n'en était pas encore là. Aujourd'hui, tout le monde a un masque, mais à l'époque non. Donc déjà, on me voit rentrer dans la salle d'attente avec mon fils dans les bras et un masque sur le visage. Je vous raconte pas la tête des parents. Je vous raconte pas l'expression de peur dans leur visage. Moi, je le comprenais bien, j'étais même honteuse. Vous vous rendez compte que je me sentais honteuse d'être là, entourée d'enfants et de parents, avoir un masque. Je me disais, je devrais pas être là. Mais je viens pour soigner mon enfant. Donc je me suis mis dans un tout petit coin de la pièce, à l'écart de tout le monde. Je me suis vraiment isolée et j'ai attendu. Vous savez comment ça se passe dans les salles d'attente d'hôpitaux, notamment les urgences. En fait, les urgences, c'est l'endroit où il ne faut pas être urgent, il ne faut pas être pressé. Encore une fois, je ne critique pas, je sais très bien que le personnel des urgences fait ce qu'il peut pour aller au plus vite et faire au mieux, mais moi je considère que passer à peu près entre 4 et 6 heures dans une salle d'attente, surtout pour les urgences pédiatriques, c'est juste un truc fou. Alors bien évidemment j'ai passé 4, je suis plus à peu près 5-6 heures dans la salle d'attente, je vous la fais courte parce que sinon... Mais en gros, bon bref, au bout de 2 heures, on s'est occupé de moi et de mon fils. Alors bien évidemment, comme ils m'ont vu que le masque, ils m'ont posé la même question. Dès que je parlais, j'expliquais que plus ou moins j'avais été en contact. Ils faisaient tous 2 mètres en arrière. Enfin, c'était limite à la limite du ridicule parce que... Bref, donc tout ça pour dire qu'on soigne mon fils, on lui donne du Doliprane, on le surveille et on conclut. Donc encore une fois je vous la fais courte parce que voilà. Mais au bout de 5-6 heures on conclut que non en fait c'est juste une grosse bronchite, bronchite, je ne sais plus trop. Et qu'il faudra aller faire des séances de kiné pour faire un peu de clapping. Bon ok. Sauf qu'à la fin en partant je demande JB, moi vous ne m'auscultez pas. Enfin, je veux dire je porte un masque, je viens de me taper 6 heures de regard un peu accusateur. À un moment donné vous occupez un petit peu de moi. Ah non madame, ici vous êtes au service pédiatrique. Oui alors. Bah donc on s'occupe de votre enfant la priorité. Et en plus on me fait culpabiliser limite en me faisant comprendre votre fils c'est la priorité, c'est pas vous. Oui merci. Bien évidemment, merci de m'apprendre mon rôle de maman. On s'est occupé de mon fils, on m'a dit son diagnostic, j'ai attendu, il est soigné, il a plus de... On m'a fait rentrer chez moi, il avait plus de fièvre. Maintenant je voudrais savoir moi ce qu'il en est. Est-ce que
je dis ça date qu'il y a un an, mais il n'a jamais été malade comme ça. Je suis retournée quelques jours plus tard voir mon médecin pour lui expliquer la situation. Bon bah ok, qui continue à me confirmer que non, ça peut pas être le Covid parce que j'ai pas de fièvre machin. Et là elle commence à me dire bah écoute, on va te faire des examens complémentaires, scanner, etc. et on va aller voir un... C'est pas un cardiologue, c'est un... J'ai un trou de mémoire. Chirurgien pour le cerveau. Un neurologue, pardon. Parce qu'elle me dit, écoute, parce qu'en plus, ah oui, c'est ça que j'oublie de préciser, ce qui était très inquiétant pour moi, c'était que j'avais la moitié du visage, enfin, c'est même pas la moitié du visage, c'était les trois quarts du visage comme un masque, comme ça, qui était engourdi. Dès que je touchais mon visage comme ça, j'avais des... Comme si j'avais été sous anesthésie, pas paralysée, j'arrive à bouger, mais complètement endormie, je sentais pas. Et alors, quand j'avais été passer un scanner des cervicales, on m'avait dit qu'il n'y avait rien, mais on m'avait dit oui, c'est peut-être une paralysie des longs jumeaux, enfin bref, je ne sais plus, mais non, c'est pas ça. Bon, on va aller voir le neurologue. Et en fait, mon médecin traitant m'avait prescrit plusieurs examens parce qu'elle m'avait dit écoute, on se connaît bien, donc elle me tutoie, elle me dit écoute, je vais te faire plusieurs examens parce que les symptômes que tu as, ça peut être soit les symptômes, les signes d'un AVC précoce ou un cancer ou une tumeur. Bah, le blanc que je viens de faire là, c'est le blanc que j'ai eu face à mon médecin. Je lui ai dit attends, je viens d'avoir 30 ans et on m'annonce ça. Là pour moi la terre s'arrête de tourner. On m'a rien confirmé ni diagnostiqué de sûr, mais on me dit ça. Elle m'a prescrit des traitements. Un infirmier devait venir à la maison pour me faire des injections pendant 5 jours d'affilée avec un traitement qui brûlait, qui était assez douloureux, qui n'a rien donné, absolument rien. J'ai eu ensuite un traitement anti-épileptique, je crois, du Neurontin, bref, je ne sais plus, quelque chose comme ça, qui m'a fait tellement d'effets secondaires, tellement. J'en garde un très mauvais souvenir, qui me soulageait. Pour le coup, mes maux de tête, donc j'avais encore d'autres symptômes, hein, je précise, mais pendant tout ce temps-là, j'avais mes symptômes. Mais une fois que j'ai commencé à avoir ce Neurontin, je crois, anti-épileptique, mes maux de tête se sont arrêtés. Sauf que j'ai arrêté de moi-même mon traitement, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, j'arrête le traitement parce que j'ai tellement d'effets secondaires, je suis une vraie... je suis un zombie, j'avais des infections qui sortaient de partout, j'étais de plus en plus mal, j'avais de plus en plus de douleurs que je n'avais pas avant. Donc je lui disais, mis à part mes maux de tête, ça me fait plus de mal qu'autre chose. Et en fait, je n'ai plus une maux de tête depuis. Plus rien. Sauf que, voilà, je t'explique tout ça, plusieurs semaines se sont passées, hein, donc ensuite le premier confinement est arrivé. Donc je devais voir le neurologue et en fait, à cause du premier confinement, mon rendez-vous est annulé et il n'a jamais été reporté. Donc en fait, je n'ai jamais été le voir. Donc si ça se trouve, j'ai peut-être un truc au cerveau qui va pas, mais bon, je préfère en rigoler maintenant, on va dire. Mais heureusement, je vais mieux. Alors de temps en temps, j'ai encore un peu des quintes de tout, mais ça va, ça s'est vraiment arrêté comme c'est venu. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas l'expliquer, absolument pas. Donc, tout ça pour vous dire que oui, ce confinement saison 3, on va dire que c'est une série, hein. Ce confinement saison 3 m'embête, c'est même pas m'embêter, m'inquiète parce que, comme je le disais au début de la vidéo, je ne fais pas partie du service médical, donc je ne peux pas me plaindre comme étant personnel médical. Je ne suis pas malade, non, mais je l'ai été. Encore une fois, j'en ai jamais eu la confirmation, mais même mon médecin aujourd'hui me dit oui, peut-être qu'avec du recul, c'était le Covid que tu as eu et on n'a pas pu le diagnostiquer. Et il était trop tard pour faire des tests PCR ensuite parce que si tu n'avais plus de symptômes, voilà, on sait que maintenant il y a à peu près une incubation d'une semaine, 15 jours, donc bon, voilà. Mais là où ça nous épuise, c'est que comme je le mentionne assez régulièrement dans mes vidéos, notamment
jours sur 7 avec mon mari. Je suis en train de vous décrire un tableau, c'est pas comme si je ne supportais pas la vie de famille, bien au contraire, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est que il faut se remettre dans le contexte que moi je sortais d'un premier un auto-confinement, parce que, je le précise, être enceinte de jumeaux et ensuite éduquer, élever des bébés jumeaux à la maison, ça vous cloître automatiquement. Assez rapidement dans votre grossesse, vous êtes mis en arrêt pour protéger votre santé, la vôtre et celle de vos bébés. Puis, sans parler en plus des douleurs, des bobos de grossesse qui s'ajoutent à ça. Mon papa avait eu des soucis de santé très très importants, donc beaucoup de contrariétés. J'ai eu des contrariétés avec mon travail, puisque j'étais dans une société où en fait malheureusement quand on est une femme on n'a pas le droit d'être maman. Il faut choisir maternité ou carrière. Moi j'ai choisi. Donc j'avais beaucoup de contrariétés. Il y avait des contrariétés avec le travail de mon mari, sa société n'allait pas très bien non plus. Donc son poste était en jeu aussi. La pérennité de son poste, on va dire, était en jeu. Et puis voilà, on sortait de plusieurs mois de la vie de famille où on est passé de 3 à 5 en quelques mois et en quelques temps, et il a fallu s'habituer. Et encore une fois, je le précise, même si mes bébés c'était des amours, ça reste 2 bébés à gérer à la fois. Voilà, encore une fois, pour ceux qui savent ce que c'est d'avoir un enfant. Voilà. Donc bref, plein de petites choses qui ont fait que moi en fait j'étais déjà plus ou moins confinée, et déjà confinée physiquement et confinée psychologiquement depuis un certain temps, depuis un bon moment, presque un an déjà. Donc le fait, au moment où moi je pouvais recommencer à avoir presque je dirais une vie sociale, une vie où je pouvais souffler, je pouvais me retrouver un petit peu seule. Je le disais beaucoup de fois en rigolant, mais je prenais plaisir à aller faire mes courses toute seule. 1 heure tous les 10 jours, à peu près tous les 10-15 jours, j'étais contente d'aller faire les courses toute seule. C'était mon petit moment à moi, c'est dingue. Donc quand on a annoncé le confinement, au début on se dit ah bon ok d'accord. Et puis après on prend un petit peu goût parce qu'on se dit oh tiens il fait beau, on peut profiter un peu dehors, on peut profiter du jardin, ça fait plaisir. Et puis les jours passent, les semaines passent et l'actualité très 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 anxiogène a fait que j'avais beaucoup d'angoisse. Enfin ce que je vous raconte là, je suppose que vous avez vécu la même chose de votre côté, donc vous savez de quoi je parle. L'actualité les médias étaient très anxiogènes. On savait pas où aller. C'était compliqué parce qu'à la fois le printemps était là, les beaux jours arrivaient, mais d'un autre côté, à l'extérieur, on nous disait surtout restez chez vous, ne sortez pas, le virus est mortel, etc., etc. Et nous, par la même occasion, professionnellement, nos emplois ont éclaté, c'est-à-dire que mon mari a quitté son travail d'un commun accord parce que mon mari était comptable et sa société a fusionné avec un gros groupe, donc la comptabilité a déménagé dans un autre pays. Enfin bref, vous voyez comment ça se passe. Et moi-même j'étais toujours en arrêt maladie dans ma société, puisque j'étais toujours malade. Et comme après il y a eu le confinement, je suis restée en arrêt maladie. Je n'allais pas, je ne pouvais pas me mettre en télétravail. Je n'avais ni les conditions matérielles ni environnementales à la maison pour faire du télétravail, donc il était convenu que je reste en arrêt maladie. Et puis de toute façon, je commence à en avoir ras-le-bol. J'en pouvais plus. Avec mon mari, donc on était en train de mettre en place on avait commencé à mettre en place on a vite rebondi pour ça professionnellement, on a commencé à mettre en place la construction de notre société. Et moi j'en avais ras-le-bol parce que la société qu'on crée, c'était un de mes projets. L'événementiel en tout cas, c'était mon projet depuis toujours quasiment. J'ai toujours eu ce rêve là. Et donc comme je l'avais déjà expliqué, sans lui en vouloir à lui,
on se disait il faut continuer à avoir un salaire pour nous faire vivre. Et je vivais mal. Moi déjà, je me sentais plus bien du tout dans ma société. Ça faisait un moment que je songeais à quitter mon emploi et faire autre chose. Mais je ne savais pas quoi. Parce qu'à l'époque, on parlait depuis un petit moment de créer une société ensemble. Mais pas comme tout le monde. Hein. On n'avait pas encore l'idée bien aboutie. On avait peur. Et on se disait, attention, c'est prendre des risques alors qu'on a des bouches à nourrir. On n'est pas inconscient non plus. Mais le destin a fait que le destin nous a envoyé un signe, on va dire, en nous disant voilà, c'est le moment. Donc bref, voilà, je pense que la suite vous la connaissez, on a créé notre société. Et moi, très peu de temps après, j'ai quitté mon emploi pour rejoindre mon mari parce que il pouvait pas gérer à lui tout seul les livraisons, la manutention, la logistique, l'administratif avec les devis, les appels clients, les factures, la gestion de la page Facebook, du site internet, etc. etc. Enfin, je vous passe les détails. Il ne pouvait pas tout seul. Et même encore aujourd'hui, on n'est pas trop de deux. Donc, là où ça me fait peur, c'est qu'un troisième confinement, j'ai peur de le vivre de la même façon qu'il y a un an. Alors, d'un certain côté, je suis rassurée. Je me rassure déjà d'office en me disant qu'il y a un an. C'est vrai que là, au moment où je vous l'explique, je me rends compte que j'ai pas du tout la même vie qu'il y a un an. Pas du tout. J'ai d'autres contrariétés, j'ai d'autres problèmes, comme tout le monde, comme tous les Français. Mais je n'ai pas du tout la même vie et je ne regrette absolument pas ma vie, les choix que j'ai pu faire. Mais je m'inquiète parce que, en fait, je pense comme tout le monde, je suis fatiguée de la situation. Je suis fatiguée de voir qu'un an plus tard, la situation ne change pas. Je suis fatiguée des décisions gouvernementales que je ne comprends pas parce qu'ils ne prennent pas leçon de leurs erreurs, rien n'avance. Je ne vois pas l'intérêt du tout de reproduire un an plus tard la même chose, ordonner les mêmes actes qui ont été faits un an auparavant. La preuve que si un an plus tard on en est toujours au même cas, c'est que ça ne fonctionne pas. Et là où ça m'inquiète, c'est que Manon étant un acteur de l'événementiel, on avait déjà beaucoup de mal à se projeter. Heureusement, on avait des bonnes nouvelles et des demandes, des devis, des visites clients, on avait des bonnes choses qui nous faisaient nous projeter pour les années 2022, 23, voire 24. On commence aussi à se projeter pour l'année 2024, donc c'est génial. Par contre, l'année 2021 est complètement dans le flou, elle est complètement hasardeuse et dans le brouillard. On sait que 2021, ça va être du fur et à mesure, du dernière minute, mais c'est extrêmement pesant. Encore une fois, là, je pense que vous me comprenez, on est tous là. Peu importe le corps de métier dans lequel nous travaillons, peu importe la situation, je pense qu'on en est tous là. On est fatigué, on est éreinté de subir, d'entendre des belles paroles, puis 48 heures plus tard, d'avoir un autre discours. Moi, c'est ça qui me fatigue, c'est les différences de discours qu'on peut avoir chaque jour. De toute façon, c'est simple, nous avec mon mari, on écoute les infos, on écoute l'actualité, mais dès qu'on parle du Covid, on l'écoute que d'une oreille, ça nous saoule. Parce qu'on en bouffe à longueur de journée, on en bouffe sur les réseaux sociaux, on en bouffe à la télé, à la radio, même les pubs maintenant. Je veux dire une connerie, mais une pub de croquettes ou de pâté pour chat va faire un trait d'humour sur le Covid. Donc c'est bien, mais même nous on est dans une génération où on est tout le temps sur les réseaux sociaux, de par notre société, notre activité, on y est toujours tout le temps et on reste à l'affût des infos Covid malgré tout. Mais on en a ras-le-bol, On est fatigué parce qu'en fait on n'arrive pas à se projeter, on n'y arrive pas. Et là où je vous avoue que là je vous parle de ça, donc l'annonce a été faite hier soir. On accuse le coup, on met du temps. On a accusé le coup hier soir, mon mari beaucoup hier soir, moi j'ai accusé le coup ce matin. On accuse le coup parce que donc nous sommes confinés pendant un mois. On devait
avait bon espoir d'avoir une belle prestation mi-avril, un mariage où on faisait une cérémonie laïque, où je devais être officiante. Vraiment un truc sympa, en plus c'était un couple adorable, c'est un couple adorable. Un couple qui a déjà dû faire un report, qui faisait ça en tout petit comité. Ils ont prévu d'être 14 personnes. 14 personnes. Et que de la famille très proche. De faire ça dans un gîte. Ils se marient civilement le vendredi. Ils faisaient la cérémonie laïque donc le samedi. Ils restaient tous ensemble le week-end dans un gîte en famille. Donc en plus, tout était respecté, les gestes barrières. Il n'y avait rien d'interdit, rien d'illégal. Et en plus, c'était un mariage un peu en préparatif dernière minute parce que justement tout s'est décidé un peu sur le tard. Et là on apprend ça hier soir. Donc on est déçu, on est en colère, on est fatigué, on est blasé, on est triste aussi pour nos clients qui, une fois de plus, devront reporter leur mariage et qui étaient tellement excités d'y être, tellement hâte. Donc on n'ose même pas imaginer, enfin si, on imagine tout à fait leur déception. Et puis ben non. Première belle prestation pour le mois d'avril, on avait enfin espoir de recommencer la saison. C'est très dur parce que notre société vient de fêter ses 1 an, la première bougie. On a réussi à, entre guillemets, sauver les meubles durant tout l'été l'année dernière, parce qu'encore une fois, on le sait, il y a eu beaucoup de prestations de dernière minute. Mais là aujourd'hui, on a du mal à se projeter parce que nous, en tant que société, on a des obligations, on a du chiffre d'affaires à faire, on a des obligations, on doit, auprès des banques, auprès des experts comptables, on doit montrer qu'on est là. Mais on est très inquiet parce que nous, on se verse pas de salaire. Ah oui, on a choisi d'abord de faire prospérer notre société. On pense pas à pas du gain d'abord. On prospère, on fait prospérer notre société, on investit dans le mobilier et on touche rien, pas un euro. Et donc c'est ça qui est éreintant pour nous, c'est qu'on fait beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices. Nous, nos enfants le subissent pas trop, mais nous en tant qu'adultes, en tant que parents, on fait énormément de sacrifices. On a des fins de mois très compliquées. Je suis pas en train de dire ça pour faire pleurer dans les chaumières ou faire les malheureux. Comme tous les Français, c'est extrêmement compliqué. On le savait que ça allait être comme ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. On le savait que ça allait être compliqué. Mais c'est que là aujourd'hui, tout est compliqué parce que on doit, c'est même pas on veut, maintenant on doit changer de maison. Parce que bon, pour des raisons XY, c'est le moment de vendre notre maison et d'en racheter une autre. On doit acheter plus grand pour la santé et le bien-être de tout le monde. On doit acheter plus grand. Notre maison est devenue, c'est même pas elle devient, elle est devenue beaucoup trop petite pour nous 5. Et on sait que au niveau du secteur immobilier, c'est le bon moment pour nous de vendre la maison. Notre maison qui a très bien été estimée, on a fait beaucoup de travaux. Donc aujourd'hui, on est fiers de constater qu'on peut faire une très belle plus-value et qui la vente de notre maison et réglerait certains soucis financiers, réglerait certains crédits. Enfin, voilà, vous savez comment ça se passe la vie. Donc aujourd'hui, financièrement, on doit vendre notre maison. Surtout que j'ai eu un formidable coup de cœur pour une autre maison à quelques mètres de chez nous et qui regroupe 95% de nos critères. On n'avait pas des critères extrêmement exigeants, mais qui regroupe tous nos critères et qui en apporte même plus qu'on n'aurait jamais espéré. Mais nous sommes dans l'événementiel, nous n'avons pas de CDI, nous sommes tous les deux indépendants. Et quand on dit nous sommes indépendants, quand on explique aux banques que nous sommes indépendants et nous sommes dans l'événementiel, ah, merci messieurs dames, mais revenez nous voir plus
c'est super, c'est bien, on croit en votre projet, c'est nickel, vous avez une belle société, vous avez bien travaillé, on voit que vos efforts ont payé. Mais revenez nous voir quand le Covid sera parti. Comment vous dire que c'est dur. C'est dur à entendre que on a l'impression de traverser un désert, de passer devant des stands de boissons fraîches, et qu'on meurt de soif, et qu'on nous dise notre eau elle est bonne, elle est fraîche, mais vous pouvez pas boire, vous n'avez pas le droit. Passez votre chemin. Voilà la sensation que j'ai aujourd'hui. Une traversée du désert. Bon, je pensais pas que j'allais me mettre dans un état pareil en faisant une vidéo ASMR, tiens. Moi qui d'habitude suis extrêmement positive, j'ai toujours la niaque. Je suis très optimiste, au contraire, je suis un peu le moteur de tout le monde en général. Aujourd'hui, j'accuse le coup parce que ça fait 1 an. 1 an de galère, 1 an de frustration, 1 an de prise de tête, pas uniquement lié au Covid, hein, bien sûr. Et 1 an plus tard, j'ai d'autres frustrations, j'ai d'autres problèmes, comme tout le monde. J'ai d'autres soucis en tête, plus ou moins importants, certains pas du tout et d'autres très importants. Et le Covid est toujours là. Et le Covid est toujours là à nous faire chier, ou pour être plus poli, nous mettre des bâtons dans les roues. Et à paralyser nos vies. C'est le mot, paralyser nos vies. On sait pas, personne ne sait. Personne ne sait quoi faire, personne ne sait quoi dire. Nous, on est face à des banques qui nous disent on est désolé, on sait pas quoi vous dire, on sait c'est dur ce qu'on vous dit, on croit en vous, on croit en votre projet, tenez bon, mais pas maintenant, on peut pas. Alors que nous, concrètement, techniquement, financièrement, enfin bref, tout ce que vous voulez, c'est maintenant qu'on a besoin d'aide. C'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an. Parce qu'en plus, faut pas nous prendre, comme on dit chez moi, pour des lapins de 6 semaines. On n'est pas des naïfs. On sait très bien que comment fonctionnent les banques, enfin toutes les banques, comment fonctionne le système. Même si dans 1 an, on arrive à tenir bon, à garder la tête hors de l'eau, à sortir un bon bilan, à faire une belle saison, on sait très bien qu'on va nous dire attendez messieurs dames, c'est encore un peu tôt, hein, on sort tout juste du Covid, attendez encore 1 an pour faire encore mieux. Bah voyons. Mais bien sûr. Donc moi je suis désemparée d'entendre qu'on ose nous dire attendez, alors qu'on sait très bien qu'on va attendre au maximum jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et quand on va arriver à bout, on va encore nous dire attendez. Et après aujourd'hui on s'étonne d'avoir partout dans les villes de France, hein, d'entendre des grosses sociétés fermées, parfois des énormes sociétés qui devaient avoir en principe l'air insolite, la trésorerie qui ferment, des boutiques fermées, des indépendants qui mettent la clé sous la porte, qui abandonnent, qui doivent prendre au mieux, ils gardent leur société, mais ils doivent trouver un petit emploi à côté. Et pire, d'autres font pire que mettre la clé sous la porte, d'autres mettent fin à leur jour. Alors, j'ai bien évidemment une pensée pour eux, je vous assure, j'en suis pas à ce point-là, on n'en est pas à ce point-là parce que on a, je ne sais pas ce qui a poussé ces malheureux à avoir un geste fatal, un geste funeste. Mais nous on aime trop la vie pour ça, on a nos enfants, enfin bref, et on a une force de caractère où jamais on en arrivera là. Mais voilà, moi je peux pas parler au nom de ces personnes. S'ils ont fait ça, c'est que malheureusement ils n'avaient plus rien pour s'accrocher à la vie. Donc tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on travaille pas dans les hôpitaux, dans les EHPAD, qu'on n'est pas censé se plaindre du Covid. C'est pas parce qu'on n'est pas malade du Covid qu'on ne peut pas se plaindre du Covid. Le Covid nous touche tous. À des degrés différents, chacun
se détendre les uns les autres, hein, puisque je pense que tous ceux qui font de l'ASMR prennent autant de plaisir à en faire qu'à en écouter. Mais derrière chaque personne, derrière un micro ou derrière un écran, il y a des personnes qui ont une vie et qui subissent le quotidien. On est tous pareils. Encore une fois, je vous parle de mon cas à moi, mais on est tous dans le même bateau. Chacun à son niveau, chacun à son degré. On sera jamais assez solidaire, je pense. Enfin voilà les amis, donc c'était mon petit mood du jour. Désolée, c'est encore une fois pas très gai. Je vais essayer de terminer sur une note plus joyeuse. Parce qu'heureusement, ce confinement-là, je l'espère, je touche du bois, ne va durer que 4 semaines, un petit mois. On va dire qu'heureusement, on n'est pas encore tout à fait au printemps dans les meilleurs jours, donc on peut rester un peu confiné chez soi, c'est pas grave, il fait encore froid. Et puis, il paraît que d'ici fin avril, début mai, un sixième de la population sera vaccinée, il paraît. On verra bien. On verra bien. On se donnera rendez-vous dans un mois pour savoir si c'est le cas. Allez, on va dire que un mois, on va serrer les dents. Encore un mois. On va dire que ça va, encore un mois. On verra bien. Mais bon, allez. Comme on dit dans ma famille, c'est rien, c'est du sable. Je vous expliquerai ce que c'est ça, ce que ça veut dire, parce que là ce serait long à expliquer, mais je vous raconterai. C'est une jolie histoire, peut-être que vous la connaissez déjà, mais c'est une belle histoire. Et je pense que ça vaut le coup d'en faire une vidéo ASMR. Tiens, du coup ça me donne une idée. Voilà les amis, vous voyez, je termine par une bonne note pour cette vidéo. J'ai une nouvelle idée de vidéo ASMR que je pourrais vous présenter prochainement, et pour le coup qui est très simple à expliquer. Voilà les amis, écoutez, pour ceux qui sont concernés, je vous souhaite un bon confinement. Profitez-en bien, faites le ménage de printemps, triez vos affaires, vos vêtements, les chambres de vos enfants, faites votre jardin si vous en avez un, si vous avez la chance d'en avoir un. En tout cas, ne vous laissez pas abattre. La vie vaut mieux que ça, la vie vaut mieux que le Covid. Voilà, je sais pas comment dire, moi je me comprends, mais on s'en sortira. Voilà, on voit le bout du tunnel, en tout cas je l'espère, mais tous ensemble on s'en sortira. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu quand même. J'espère que si vous ne l'êtes pas, je vous invite du coup à vous abonner à ma chaîne, parce que je vous assure que des petites mésaventures comme ça, j'en raconte souvent. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime,